Stefan Zweig, le joueur d'échecs. Voilà des événements des plus rares et passionnants pour une petite ville de province yougoslave. Et les débuts de ce champion rustique firent aussitôt grande sensation parmi les notabilités réunies. On décida d'un commun accord qu'il fallait absolument que ce prodigieux garçon reste en ville jusqu'au lendemain pour que l'on puisse réunir les autres membres du club d'échecs. Et surtout, prévenir dans son château le vieux comte Sinzinck, un passionné d'échecs. Le curé, qui considérait son protégé comme une fierté toute neuve, mais il ne voulait pas, malgré le plaisir de cette découverte, manquer à ses devoirs, en l'occurrence l'office dominical. Accepta que Mikko reste là pour subir de cette épreuve. Le jeune Sventovic fut installé à l'hôtel aux frais du club et vit pour la première fois sa véritable vie WC. Le dimanche après-midi suivant, la salle de jeu était bondée. Pendant 4 heures, Mirko, assis sans bouger devant l'échiquier, triompha de tous les joueurs l'un après l'autre, sans piper mot, ni même lever les yeux. Pour finir, quelqu'un proposa une partie en simultané. Il fallut un petit moment pour faire comprendre à cet ignorant que dans une telle partie, il aurait à jouer seul contre différents joueurs. Mais dès que Mirko eut compris le procédé, il accepta volontiers de s'y prêter, et se déplaça lentement d'une table à l'autre, dans ses grosses chaussures qui crissaient. Finalement, il gagna 7 parties sur 8. Alors commencèrent de grands conciliabules. Bien que le nouveau champion ne soit pas, à proprement parler, un enfant de la ville, la fierté réveilla très fort l'esprit du clocher. Une petite ville dont jusqu'alors quasiment personne n'avait repéré l'existence sur la carte allait peut-être accéder enfin, pour la première fois, à l'honneur de doter le monde d'une célébrité. Un impresario nommé Kohler, qui ordinairement procurait simplement des chanteuses et des vedettes au cabaret de la garnison, accepta si on lui versait d'avance des subsides, pour un an, de confier la formation professionnelle du jeune homme à un remarquable petit maître qu'il connaissait à Vienne, expert dans l'art des échecs, le comte Simsik, qui, en 60 ans de pratique quotidienne, n'avait jamais rencontré un tel partenaire. Débroussa aussitôt les fonds. Alors commença la surprenante carrière de ce fils de batelier. 6 mois plus tard, Mirko possédait tous les secrets techniques des échecs, avec une singulière limite cependant que les cercles de connaisseurs allaient beaucoup observer et rallier par la suite. Car jamais Sophie ne parvint à jouer, ne se fût qu'une seule partie de tête ou, comme disent les joueurs d'échecs, à l'aveugle. Il était tout à fait incapable de se représenter l'échiquier dans l'espace infini de l'imagination. Il fallait toujours qu'il ait devant lui à portée de main le damier noir et blanc avec ses 64 cases et ses 32 pièces. Même quand sa gloire est devenue mondiale, il transportait toujours sur lui un échiquier de voyage, afin de pouvoir visualiser la position des pièces, s'il voulait reconstituer une partie de maître ou résoudre un problème qu'il se posait. Cette capacité, négligeable en soi, trahissait par défaut d'imagination et donna lieu, dans son cercle rapproché, à autant de vives discussions que parmi des musiciens, un excellent virtuose ou chef d'orchestre,
que se fût montré incapable de jouer ou de diriger sans avoir la partition ouverte devant lui. Cette étrange singularité ne retarda pourtant nullement l'ébouriffante ascension de Mirko. À 17 ans, il avait déjà décroché une douzaine de titres. À 18 ans, il était champion d'Hongrie et enfin à 20 ans, champion du monde. Les champions les plus audacieux, dont chacun le dépassait infiniment en facultés intellectuelles, en imagination et en hardiesse, tombaient victimes de sa logique implacable et froide. Exactement comme Napoléon perdit devant le lourd Kutuzov ou Hannibal devant Fabius Contador, dont Tite Live raconte qu'il s'était lui aussi, dans son enfance, fait remarquer que son flegme et sa stupidité. Il arriva ainsi que, dans l'illustre galerie des maîtres des échecs, laquelle réunit les types d'esprits supérieurs les plus variés, les philosophes, les mathématiciens, des gens en température, calculateurs, imaginatifs et souvent créatifs, pénétra pour la première fois un outsider parfaitement étranger au monde de l'esprit. Un jeune paysan, lourdeau et taciturne, dont même les journalistes les plus roublards ne parvinrent jamais à tirer la moindre formule utilisable dans la presse. Il est vrai qu'au lieu de leur livrer de subtiles sentences, il ne tarda pas à devenir le sujet d'une multitude d'anecdotes. Car à la seconde où il se levait de l'échiquier, devant lequel il était incomparable maître, Novik était inéluctablement un personnage grotesque et presque risible. Malgré son cérémonieux costume noir, sa splendide cravate piquée d'une perle un peu trop voyante et ses doigts maculés à grand-peine, il restait dans ses attitudes et son comportement de fils de paysan borné, qui autrefois en son village balayait la salle chez le curé. Malhabile, avec une brutalité presque imprudente, pleine d'une avidité mesquine et souvent même odieuse, il s'appliquait à tirer tout l'argent possible de son talent et de sa gloire, ce qui déclenchait ricanement et fureur chez ses confrères aux échecs. Il allait de ville en ville, plongeant toujours dans les hôtels les plus modestes. Il jouait dans des clubs les plus minables, pour peu qu'il obtînt des honoraires qu'il demandait. Il se laissa photographier pour faire publicité d'un savon, et sans prêter la moindre attention au quolibet de ses concurrents, qui le faisaient pertinemment incapable d'écrire 3 phrases sans faute. Il fendit sa signature pour une philosophie des échecs, écrite en réalité par un petit étudiant en Galicie, stipendié par un éditeur ambitieux. Comme tous les gens opiniâtres, il n'avait pas le moindre sens du ridicule. Depuis sa victoire au championnat du monde, il se considérait comme l'homme le plus puissant de la terre, et la conscience d'avoir battu sur leur propre terrain les plus beaux parleurs et ses écrivains intelligents et éblouissants, renforcés par le fait bien tangible qu'il gagnait plus d'argent, que transforma sa timidité native en une fierté froide et le plus souvent grossièrement exhibée. Mais comment une gloire aussi rapide n'aurait-elle pas grisé une tête aussi creuse ? Conclut mon ami après avoir donné quelques exemples notoires d'une façon puérile de sandwich. Comment un jeune paysan de 20 ans, fraîchement débarqué du Banat, n'attraperait-il pas la grosse tête en voyant qu'il lui suffit de savoir déplacer quelques pièces sur une planche de bois pour gagner soudain, en plus d'une semaine, qu'on ne fait que tout son village natal pendant 12 mois, en abattant des arbres et en s'énichant affreusement. Et puis,
Ce n'est pas, bigrement facile, au fond, de se prendre pour un grand homme lorsque l'on n'a jamais entendu parler de l'existence de Rembrandt, d'un Beethoven, d'un Dante ou d'un Napoléon. La suite à la troisième partie.